Rebonjour à tous, ici Philippe Aubry du projet Histoire d'un Nord. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode sur le tracé original de la route 8 de 1926. Dans cette série, je pars à la recherche du tracé original de la célèbre route qui est l'ancêtre de la bien connue route 148. Pour celles et ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, je vous invite à commencer avec moi la route à Montréal et à Laval. Cliquez sur le lien que je vous laisse ici en haut à droite. Je vous attendrai ici, à Saint-Eustache, pour le départ vers la chute. La série historique sur la route 8 est une présentation de la microbrasserie La Route 8. Leurs produits sont en vente à la cabane à sucre Constantin, au 1054 route Arthur Sauvé à Saint-Eustache. Je vous laisse en description le lien vers leur site Internet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons passer devant la cabane à sucre et j'en profiterai pour parler de leur histoire. Vous comprendrez pourquoi c'est le nom qu'on a choisi pour la microbrasserie. Au dernier épisode, je vous laissais au tout début du pont de Bellefeuille, le pont en bois qui franchit la rivière des Mille-Îles à partir de Laval-Ouest. Ce pont se situe un peu plus à l'ouest du pont Arthur Sauvé, inauguré en 1949. Il arrivait dans le vieux Saint-Eustache sur la rue de Bellefeuille. Quel hasard! On retrouvait également la maison Bellefeuille sur cette rue, maison de la famille seigneuriale qui a longtemps possédé la seigneurie de la rivière du Chêne. On tourne ici à gauche sur la rue Saint-Louis, qui est à l'époque la route 29, et aujourd'hui c'est la route 344. Notre gauche se trouve la magnifique église de Saint-Eustache qui garde des cicatrices de la bataille des Patriotes du 14 décembre 1837. Nous sommes maintenant devant le magasin Général Paquin, magasin qui avait une station d'essence en 1945, comme on peut le voir sur la photo. Sur la rue de Saint-Eustache, nous sommes dans le centre-ville de Saint-Eustache, un peu comme c'est la coutume sur les routes nationales à l'époque. On peut admirer sur la photo d'époque plusieurs magasins emblématiques du centre-ville, comme par exemple le cinéma Saint-Eustache et un peu plus loin le magasin Lahaye, qui est toujours existant aujourd'hui, du moins pour sa façade assez emblématique, ainsi que la résidence de M. Lahaye, juste à côté, à sa gauche. Ici, on longe la rivière du Chêne dans toute sa longueur. En suivant son tracé, en plus d'admirer de magnifiques maisons ancestrales, nous passons à côté du moulin Légaré, qui a longtemps été le moulin seigneurial de la rivière du Chêne, ainsi que le manoir Globinski, qui est justement la résidence du seigneur, le seigneur Globinski, qui a été bâti dans les années 1860. Évidemment, la construction de l'autoroute C-140 dans les années 70 a beaucoup modifié la géographie du secteur. Auparavant, on se trouve en territoire agricole. Aujourd'hui, c'est un quartier industriel. La rue Saint-Eustache continue en ligne droite sur le chemin de la rivière du Nord, où l'on se retrouve dans la campagne eustachoise.
On passe maintenant devant la ferme Constantin. Sur le terrain de la ferme Constantin, à la hauteur du boulevard Arthur-Sauvé actuel, est née la cabane à sucre Constantin en 1941. Je vais vous en parler dans quelques instants. À l'origine, la route 8 passait directement de la montée Lorrain à la route 148 actuelle en passant dans le terrain de la station-service Belle-Île. J'en profite pour mentionner que l'entreprise Belle-Île est née ici, à Saint-Eustache, en 1945. À l'origine, c'est un distributeur de carburant. En 1949, devant un achalandage automobile de plus en plus élevé, comme c'est typique dans les années de l'après-guerre, la route 8 va changer de tracé. À partir du nouveau pont Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, on va construire le boulevard du même nom. C'est cette route 8-là qui va faire le succès de la cabane à sucre Constantin. La clientèle y venait en automobile. 83 ans plus tard, l'entreprise familiale a une renommée qui dépasse les frontières des Basses-Laurentides. D'une modeste cabane à sucre accueillant une vingtaine de personnes, l'entreprise s'est agrandie 15 fois entre 1949 et 1979. Elle offre ses produits cuisinés sur place au kiosque des produits d'antan depuis 1992. L'idée de la microbrasserie est le projet de Michael Constantin, de la 4e génération à gérer la cabane à sucre. L'obtention d'un permis de brassage en 2020 permet de produire la bière sur place, ici. Le choix du nom de la microbrasserie va de soi. La route 8 a fait naître et grandir l'entreprise, la cabane à sucre. Les bières reprennent des noms des membres de la famille. On continue donc sur l'actuelle route 148. Il n'y a qu'un seul changement ici, dans le tracé, qui a été effectué dans les années 1970. C'est près du rang Saint-Vincent. Autrefois, la route 8 passait par l'actuelle rue de Rio, sur laquelle je me trouve, qui est un cul-de-sac. La route 8 aurait été ici à partir de l'actuelle 148, donc on passerait dans le champ aujourd'hui.
route 8 tournait sur le chemin Clément-Pézan actuel en direction de Saint-Hermas. Ce sera également le cas de la 148 jusqu'à tout récemment. À la lecture de la carte topographique de 1933 et des subséquentes, on voit que la route 8 a un tracé beaucoup plus carré à l'origine. C'est dans les années 1970, entre 1975 et 1976, qu'on va procéder à la construction d'une route, je dirais, un peu plus fluide, donc avec des courbes beaucoup moins prononcées, celle que j'emprunte actuellement. Sur les photos d'époque que je vous présente, on remarque à l'occasion des panneaux routiers qui indiquent le numéro de celle-ci. Bien qu'il n'existe pas une étude parlant de leur évolution, permettez-moi de faire mes propres hypothèses selon mes observations. Lors de l'ouverture du réseau de routes nationales au Québec, dans les années 1920 et plus précisément en 1926, les routes provinciales sont identifiées par des affiches placardées sur les poteaux et les arbres. Selon mes observations, il en va ainsi au moins jusqu'en 1940. Ce qui est intéressant, c'est que dans un guide touristique destiné à l'usage d'automobilistes ontariens et américains de 1932, on présente les indications que l'on peut trouver sur des routes nationales. Le panneau routier qui est présenté dans le guide routier porte le numéro 12, bien encadré dans une feuille d'érable. Voici quelques exemples trouvés dans le cadre de mes capsules vidéo. Ici, on voit bien le 8 sur cette photo du boulevard des Prairies à Laval-des-Rapides, une photo qui date de 1938. Sur cette photo de Sainte-Rose, les routes 11 et 38, qui passaient par ailleurs par le boulevard Sainte-Rose, sont bien identifiées. Ici, je vous présente également une photo de 1938 de la route 18 dans la campagne de Sainte-Julienne dans l'Anaudière. Remarquez encore une fois que le panneau a été placardé tout simplement sur un arbre. Vers 1940 et plus particulièrement vers 1950, les panneaux routiers sont désormais faits de bois. Selon les photos, il s'agit des panneaux que je possède dans ma collection. Je sais que ces panneaux seront longtemps en usage, mais que dans les années 1960, ils sont remplacés par une version en métal. Sur cette photo qui a été prise à Pont-Viau, on voit une évolution du panneau en métal pour les routes nationales. On voit que le blanc a cédé sa place au vert avec les 3 fleurs de lys, ce qui est exactement la même configuration de panneau qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais pour les routes à 3 chiffres.
Ici, par exemple, je vous présente un panneau qui annonce la route 29 sur l'autoroute 25. Donc, vous savez, les fameux panneaux de sortie qui indiquent quelle autre route vous allez croiser si vous empruntez cette sortie. Mais comme la photo est en couleur, cela confirme l'hypothèse de la photo précédente que je vous ai montrée de la route 11. On voit très bien que la route 29 est un panneau vert, mais seulement avec 2 chiffres. Dans la série sur la route 11, j'expliquais qu'à partir de 1972, le gouvernement du Québec commence à remplacer la numérotation des routes à 2 chiffres pour passer à celle à 3 chiffres, donc le système d'identification actuel. Maintenant, je vais apporter des précisions concernant les 3 chiffres parce que peut-être que vous ne le savez pas encore. Par exemple, une route paire aujourd'hui signifie un tracé est-ouest en général. Une route impaire indique donc une route nord-sud. Mais saviez-vous que les routes qui se trouvent dans les numéros 100 sont en réalité des routes principales? Donc, par exemple, la 117 que je vous ai présentée dans sa version de la route 11. Mais sachez également que lorsqu'on retrouve une route nationale dans les 200, c'est qu'elle se trouve au sud du fleuve Saint-Laurent. Dans le cas qui nous intéresse actuellement, dans le cadre de ma recherche, donc les routes au nord du fleuve Saint-Laurent, celles-ci sont dans les 300. Donc, par exemple, dans les Laurentides, vous trouvez la 327, la 329, la 323, etc. Vous comprenez maintenant le principe et vous voilà donc plus instruit sur quelque chose que vous voyez peut-être à tous les jours. Le chemin Charles-Léonard devient le chemin Béthanie, sur le territoire de la municipalité de La Chute. Il faut savoir que Saint-Eustache relie La Chute par une voie terrestre carrossable de 1807. La route 8 répond à un besoin qui s'est construit au fil des années. L'arrivée du train du Canadien Pacifique en 1877 à La Chute ne fait qu'augmenter les déplacements dans le secteur. Avec l'apparition des automobiles vers 1910, certaines personnes désirent utiliser leur véhicule pour faire le même trajet qu'en train. Il est donc logique que la route 8 passe dans le même axe que la voie ferrée. Une fois qu'on a traversé l'autoroute 50, le chemin Béthanie devient l'avenue Béthanie. Et c'est une artère majeure de La Chute, une petite ville industrielle déjà bien dynamique au moment de l'ouverture de la route 8. Une fois qu'on est rendu au coin de la rue principale, la route 8 tournait à gauche. Nous voilà au centre-ville de La Chute. Les photos d'époque nous présentent une rue principale déjà bien large pour accommoder beaucoup de véhicules. Il faut aussi rappeler que plusieurs routes nationales convergent ici. La 30, qui est actuellement la 329, la 31, qui est actuellement la 327, et la 41, la 158 de nos jours. On peut également observer une trame urbaine bien définie à La Chute. Cette ville possède des hôtels, des banques et son propre journal. Je profite de la série que je fais sur le tracé original de la route 8 pour vous mentionner ce qu'on disait à propos de cette route à l'époque.
J'ai mis la main sur une source précieuse. Le livre s'appelle Along Quebec Highways. Il a été paru en 1930 et il est écrit par le Bureau touristique provincial à l'attention des automobilistes. Cet ouvrage est disponible en ligne sur les archives numériques de la BAMQ. Notez que le guide est publié à l'époque en anglais, puisque généralement la clientèle des voitures en 1930 est majoritairement anglophone. Mais rappelons-nous également du grand nombre de touristes ontariens et américains qui sillonnent les routes provinciales, et ce guide a été écrit particulièrement à leur attention. Je vous fais ici une traduction libre pour vous parler de la route 8 dans le livre Along Quebec Highways. Le guide mentionne que la portion entre Montréal et Hull, donc la portion qui est couverte dans le cadre de ma série, traverse des plaines agricoles et quelques centres industriels, comme par exemple La Chute, Masson, Templeton-Est et Hull. L'ouvrage de 1930 mentionne également les villages à vocation touristique, comme par exemple Montebello et Papineauville. Ce livre est très intéressant pour un historien comme moi, car on apprend dans le livre le type de revêtement de la route nationale, son tracé approximatif, un bref portrait de toutes les municipalités croisées sur son chemin, ainsi que de magnifiques photos. L'automobiliste de 1930 est alors bien outillé pour son périple sur la route 8. N'oublions pas qu'il n'existe aucune technologie semblable aux cellulaires et les GPS actuels. Si ça vous intéresse, je vous laisse en description le lien vers la source sur le site de la BANQ. Si vous maîtrisez l'anglais, c'est une lecture qui vaut le détour. Dans les années 2000, le tracé de la route 148 évite désormais le secteur de Saint-Hermas et vient se joindre à la route 158 au nord de l'autoroute 50 pour arriver jusqu'à la chute. Pour aujourd'hui, c'est ici que ma route s'arrête. Au prochain épisode, je continue avec vous la route jusqu'à Montebello dans l'Outaouais. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, aimez, commentez et partagez cette capsule. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry, camionneur et historien, et je vous dis à bientôt.